Donc je pense qu'on peut poser des questions à David, mais peut-être aussi aux autres orateurs pour avoir une discussion un peu générale. Oui, monsieur. Oui, Jacques Bordet. J'ai juste une question sur l'articulation avec l'Europe. Il y a auprès du Parlement européen le STOA, qui est l'équivalent de l'OPEX, et puis auprès de la Commission, le groupe européen d'éthique, qui ont fait des déclarations sur le gene editing. Et je voulais demander à monsieur Le Déaut s'il y avait eu une articulation entre l'OPEX et le STOA, et des discussions pour mieux articuler. Oui. Il existe un organisme européen qui s'appelle European Parliamentary Office of Technology Assessment, qui regroupe tous les offices parlementaires, et le STOA en fait partie. Quand on a, nous, rédigé notre rapport, le STOA n'avait pas fait le sien. Donc, je crois que le premier parlementaire, en tout cas au niveau européen, et peut-être au Canada, il y a eu une réflexion, mais c'était le rapport que nous avons fait. Et ce que je retire après avoir entendu David Bicard et les conclusions de ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est que finalement les problèmes de médecine ou les questions qui étaient posées tout à l'heure, de réversibilité, de recall, sont des questions majeures, et que globalement c'est dans le domaine de la médecine quand on est sur la lignée germinale, ou dans le domaine de la biodiversité, quand on est sur des modifications de population d'insectes, que les problèmes sont les plus importants, ce qui n'est pas l'état de l'opinion publique, plus important que les utilisations dans l'agriculture aujourd'hui. Et donc on renverse, on a une sorte de front renversé, où sur des sujets comme ceux-là, il faudra une discussion éthique, et je pense que devrait, pour qu'il n'y ait pas que les 3 académies chinoises, américaines et britanniques, mais qu'il y ait toutes les académies dans une sorte de GIEC des biotechnologies, un groupement intergouvernemental au niveau international, ce serait, à mon sens, très important. Juste un mot pour compléter ce que vient de dire Jean-Yves Le Déaut. Effectivement, je ne sais pas si Alain Fischer a été contacté, mais par l'Académie américaine, l'Académie de médecine et des sciences américaines, l'Académie chinoise et la Royal Society, mais il y a normalement un groupe qui va travailler en collaboration sur la définition ou non d'un moratoire, toutes les questions qui se posent concernant la thérapie germinale. Je ne sais pas si le groupe de travail s'est déjà réuni ou s'il y a un planning pour lui. Pas encore. La réponse est brève en ce qui me concerne. Si j'ai la parole, je peux en profiter pour rebondir un instant par rapport à votre exposé, David. C'était vraiment très très bien. Juste comme un tout petit mot sur la partie médicale d'application somatique des modifications du génome. Vous avez évoqué les possibilités et les difficultés. Il y en a une supplémentaire qui est le fait que la molécule Cas9 est antigénique et un certain nombre d'individus sont déjà immunisés contre Cas9, ce qui rend l'application, notamment chez l'adulte, problématique, sauf à changer de cas. Évidemment, il y en a plein d'autres possibles. Donc, il y a plein d'espoir, mais en même temps, il y a beaucoup de difficultés. Et il faut quand même savoir, à ce jour, il n'y a aucun patient au monde qui a bénéficié, au sens propre médical, d'une thérapie génique par bonification du génome avec les techniques CRISPR ou de même type. Je pense que ça viendra, mais ça va prendre un peu de temps. C'est démontré qu'il y a des anticorps contre Cas9 ? Oui. Et réponse T et B, parce que c'est issu de bactéries avec l'égard desquelles on est immunisé, oui. C'est le même problème que pour les AAV. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais c'est un problème sérieux. Oui. Autre commentaire ? Oui, madame. Donc, cette fois, je me présente, donc Catherine Renier-Roger. Je suis membre de l'Académie d'agriculture et je suis membre aussi du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Et je rebondis sur à la fois l'exposé de Jean-Yves Le Déaut, mais aussi celui de Jean-Paul Renard, pour indiquer que si les nouvelles technologies comme CRISPR ont été traitées de biologie de garage, c'est-à-dire qu'elles sont abordables en termes de coûts,
et elle nécessite néanmoins un haut environnement technologique de laboratoire. Ceci dit, donc Jean-Yves Le Déaut a dit que ça pourrait être l'objet, donc les travaux pourraient être menés par des petites et moyennes entreprises. Et quand on voit actuellement la réglementation, notamment européenne, non seulement en matière de dépôt de dossiers, mais en termes de suivi post-commercialisation, à la fois des plantes génétiquement modifiées, actuellement, principalement, c'est pas la culture, mais c'est l'importation pour la transformation, food and feed. Et aussi, quand on voit donc les coûts que ça représente, on voit bien que cette réglementation induit finalement et favorise uniquement les grands groupes multinationaux qui ont une assise financière importante pour les mener. Ce qui fait que appliquer une réglementation de type OGM aux nouvelles technologies, effectivement, conduirait certainement à avoir la situation que l'on connaît pour les OGM. Et donc, je rebondis par rapport à l'exposé de Jean-Paul Renard pour lui demander, parce que quand nous examinons au HCB les dossiers pour des autorisations, nous avons principalement des dossiers de thérapie génique, qu'elles soient des thérapies pour les hommes ou pour les animaux, et puis nous avons des dossiers donc pour les plantes génétiquement modifiées, et nous n'en avons pas du tout en amélioration bovine. Alors je lui pose la question, donc, est-ce qu'il faudrait appliquer une réglementation pour ces améliorations bovines, et laquelle? Et puis aussi, donc, pour terminer ce commentaire, donc indiquer qu'effectivement, actuellement, on a vu que la directive 2001-18 qui s'applique à la réglementation des OGM est clairement dépassée vu les avancées des biotechnologies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Jean-Paul, à toi. Oui, c'est trop tôt. Alors, quand je dis c'est trop tôt par rapport à l'ensemble de cette... Je reviens sur la population, qui est quand même une population majeure. En Europe, c'est beaucoup trop tôt, mais les partenaires en discuteront. En discuteront d'abord sur le plan scientifique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une édition qui est pertinente? Je pense par exemple à des allèles sensibles à la méthylation, qui permettraient de façon très fine de mesurer une variation de l'expression des gènes en fonction du type d'élevage ou du mode d'élevage, qui est une modification qui serait minime. Donc, ce genre de démarche-là, c'est par là que ça se posera et non pas d'emblée d'aller vers des mutations qui iraient vers l'établissement de lignées. Mais la discussion peut être engagée entre à la fois des professionnels, des scientifiques et ce que j'appelle le public, c'est-à-dire les éleveurs qui de toute façon sont dans ces coopératives et ces sociétés privées. Bon, comme il y a un 5 à 7 après, je vais prendre 2 questions, et puis c'est tout. Donc, Édouard, et puis derrière, oui. Oui, une question d'ignorant, excusez-moi, je ne sais pas, sans doute à David Bicard, pardon. Quelle est la fraction des cellules qui doit être modifiée pour que la modification projetée soit fonctionnelle? Que se passe-t-il si cette fraction est insuffisante? Vous avez fait allusion à un mosaïcisme. Quelle est sa traduction? Vous avez mentionné le cas chinois, donc, où seul un des allèles a été modifié. Est-ce que ça peut se produire dans d'autres cas que dans ce cas tragique? Et quelles en sont les conséquences? Alors, il n'y a pas une réponse unique à cette question. Ça dépend de chaque maladie génétique. Il va y avoir certaines maladies où modifier même 1% des cellules peut, par exemple, restaurer une fonction immunitaire suffisante pour restaurer une vie confortable à des patients. Il y a des cas où il va falloir aller corriger 80% des cellules pour qu'il y ait un effet utile. Donc c'est vraiment au cas par cas, ça dépend des maladies génétiques. Oui, c'est plus un commentaire qu'une question. Bruno Chevalier de la Ligue des droits de l'homme, quand j'ai entendu, j'ai pensé à une chose, j'ai pensé à notre ancêtre, combien de fois et comment il s'est coupé avec son silex.
Et la chose, c'est que on parle aussi... Enfin, j'ai pensé à nos intentions. Et au cours des débats, j'ai mis 14 intentions sur la feuille. Et donc, il y a l'intention thérapeutique, l'intention vétérinaire, l'intention sociale, l'intention théorique, l'intention philosophique, l'intention technologique, l'intention sociale, l'intention nutritionnelle, sociétale, patrimoniale, politique, militaire, commerciale, éducative, écologue et normative. Là, je vous amène un petit peu de complexité, c'est que dans chacun de ces essais, je vous demanderai de retrouver lesquelles de ces intentions sont concernées dans chacune de ces manipulations. Merci. Je vous remercie pour cette magnifique conclusion. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Nous allons réfléchir à toutes les réponses qu'il faut donner à vos interrogations. Merci beaucoup à tout le monde.